Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre numéro de Parlons Droit. Encore un plaisir de nous entretenir avec vous afin de discuter de notre thème, de notre sujet qui intéresse tout le monde. Ce matin, nous allons parler de contrat de travail. Voilà, le contrat de travail, nous avons constaté que c'est un sujet qui intéresse plus d'un. Et aujourd'hui, on constate que la plupart des travailleurs qui sont sous les liens d'un contrat ignorent certaines particularités des contrats qui les lient à leurs employeurs. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de parler du contrat de travail. Voilà, lorsque l'on parle de contrat de travail, il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Nous avons des contrats de stage, nous avons des contrats d'engagement à l'essai, nous avons des contrats de tâcheronnat, nous avons également, les deux contrats les plus connus sont le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Mais nous avons beaucoup de sous-contrats, sachant que tous les contrats que l'on peut être amené à citer, à évoquer, et sont logés soit dans la catégorie des contrats de travail à durée déterminée ou bien même des contrats de travail à durée indéterminée. Voilà, il s'agit d'un vaste sujet que l'on ne peut évoquer dans sa totalité, donc dans un seul numéro. Nous allons quand même peut-être essayer d'évoquer les généralités et après de manière très spécifique aborder chaque contrat et aller au fond des choses. Voilà, nous avons donc, pour parler du contrat de travail aujourd'hui, jugé nécessaire de parler d'abord de la nature des contrats, c'est-à-dire quel genre de contrat nous avons, comme je viens tout de suite de citer, essayer de parler également de la fin des contrats, comment on met en place les contrats et la fin des contrats. Voilà, d'abord la nature des contrats, ensuite la formation des contrats, enfin, et nous n'allons pas nous appesantir trop sur la formation des contrats, bien sûr, et nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur la fin des contrats de travail, sachant que lorsque l'on parle de fin de contrat, nous voulons dire démission ou même licenciement. Donc nous allons réserver une bonne partie de notre exposé aujourd'hui à cela. Pour parler des contrats, effectivement, si on revient en arrière, la nature des contrats de travail, nous allons commencer par évoquer, bien sûr, de manière très brève, brève du moins, le contrat de stage. Le contrat de stage, vous savez qu'il est réglementé par les dispositions de l'article L49, etc., du Code du travail, et que ce contrat de stage a fait l'objet de modifications par le biais d'une loi que l'on a adoptée, bien sûr, en 2015. La loi 2015-04 du 12 février 2015, qui modifie donc ces dispositions du Code du travail qui parlent du contrat de stage. Ce qu'il faut retenir maintenant du contrat de stage, c'est que toute personne âgée d'au moins 16 ans peut bénéficier d'un contrat de stage, etc. Et l'innovation que l'on a constatée avec ce décret, c'est que le contrat de stage est étendu à des élèves même, parce que les dispositions de cette loi qui a modifié le Code du travail parlent même de jeunes qui seraient issus, en tout cas qui ont un diplôme d'enseignement général, moyen ou secondaire, et qui est âgé d'au moins 16 ans, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même un élève qui est au lycée peut être engagé comme stagiaire dans une entreprise. C'est important. Et la loi de continuer en nous parlant également des jeunes qui sont au niveau des écoles de formation professionnelle, des écoles de formation technique, mais également des jeunes étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, le contrat, en tout cas le champ d'action du contrat de stage a été bien étendu et que c'est ouvert à tout jeune. C'est important et je pense que c'est une innovation, comme j'ai eu à le dire. Maintenant, il y a différents contrats de stage. Bien sûr, nous avons le contrat de stage d'incubation, nous avons également le stage d'adaptation. L'incubation, c'est quoi? Aujourd'hui, l'employeur s'engage à accueillir le jeune dans l'entreprise afin de lui montrer en tout cas le monde professionnel, de lui inculquer donc certaines
pratique professionnelle, donc de façon à le préparer. Le stage d'adaptation, nous avons le stage de pré-embauche. Donc vous devez être embauché, mais l'entreprise préfère vous prendre d'abord en stage, voir déjà vos capacités avant de vous embaucher. Donc il y a également le stage de requalification. Requalification, vous étiez dans un domaine, on vous fait un stage pour vous exercer à des métiers qui sont dans d'autres domaines. Également, c'est des contrats qui sont possibles. Donc retenir que il y a ces 4 catégories de contrats de stage à la suite de la modification qui a été faite de ces dispositions du Code du travail. Nous avons également un élément important, bien sûr, concernant le contrat de stage. Il faut retenir que le contrat de stage doit être obligatoirement fait à l'écrit. Obligatoirement fait à l'écrit. Donc là, la loi le précise. Et si d'aventure un employeur engage un stagiaire sans pour autant qu'il y ait un écrit, la loi considère simplement ce contrat comme étant un contrat à durée indéterminée. C'est bon d'en savoir également pour les employeurs, en tout cas qu'ils commencent à pouvoir formaliser tout par écrit lorsqu'il s'agit de contrats. En général, bien sûr, nous sommes en train de parler de contrats de stage, mais des contrats en général. Il faut aussi noter que le contrat de stage maintenant, vu qu'il est bien réglementé et que en tout cas, le législateur a voulu y protéger les stagiaires. Il est obligatoire également que ce contrat, s'il est conclu, que des exemplaires soient déposés au niveau de l'inspection du travail. C'est important. Mais le stagiaire, on le fait bénéficier également de certains avantages qu'ont les autres travailleurs qui ont dans des CDD ou bien des CDI. C'est-à-dire, il a droit maintenant à des congés annuels. Par exemple, le contrat de stage peut être conclu pour une durée d'1 année. Donc, si toutefois ce contrat-là a été renouvelé, bien entendu, dès l'instant que le stagiaire a fait 1 année dans l'entreprise, il a droit à des congés annuels. C'est important. Donc là, au cours maintenant de la 2e année de stage, il va devoir prendre des congés qui vont correspondre à la première période des 1 an qu'il a eu à faire dans l'entreprise. C'est important. Donc, c'est les droits qui ont été ajoutés. Parce qu'auparavant, nous avons constaté que les stagiaires n'étaient pas bien traités et parfois même le travail n'était pas rémunéré. Donc, la loi a voulu apporter des corrections. Et c'est des corrections qui sont, à mon avis, très importante. Il faut également, comme je l'ai dit tout tantôt, le contrat de stage doit être sanctionné par une allocation de stage. C'est-à-dire le stage doit maintenant être rémunéré. C'est très important. Voilà. Et c'était en tout cas des précisions qu'il fallait faire et retenir que la loi est claire également concernant la durée. On dit que le contrat de stage peut avoir n'importe quelle durée. Mais l'essentiel est que, renouvellement y compris, le contrat de stage ne peut durer plus de 2 ans. Ne peut durer plus de 2 ans. Et on ne peut pas le renouveler indéfiniment. On ne peut le renouveler qu'une seule fois. Et même si, bon, on peut le renouveler plus d'1 fois, si par exemple les premières périodes ne dépassent pas 1 an. En tout cas, ce qu'il est important de constater, et c'est ce qui fait la particularité quant à la durée, c'est que si on les renouvelle, ces contrats de stage-là, ils ne peuvent pas aller au-delà de 2 ans. Renouvellement y compris. Là également, c'est important. Nous pouvons également quitter le contrat de stage et parler rapidement du contrat d'apprentissage. Voilà, on les appelle les apprentis. Également, nous avons constaté qu'il s'agit de contrats qui commencent vraiment à voir le jour dans plusieurs entreprises et notamment dans les centres de contact où les conseillers, comme on a l'habitude de dire, donc bénéficient souvent de contrats d'apprentissage. Donc ces contrats d'apprentissage, comme on le dit également, l'employeur accueille l'apprenti afin de lui donner également une formation professionnelle méthodique et bien encadrée. C'est important. L'apprenti, comme on le dit également, comme nous avons dit au niveau du contrat de stage, bénéficie d'une allocation. Peu importe. Il bénéficie d'une allocation. Voilà, il est payé donc le mois. Donc souvent c'est des forfaits, etc., en fonction de l'employeur. Mais ce qu'il faut retenir et qui est important maintenant, c'est que cet apprenti-là, il bénéficie de cette allocation-là.
C'est important. Nous avons également une autre catégorie de contrat, le contrat d'engagement à l'essai, qui est une catégorie très importante également de contrat. Souvent, on veut également recruter un salarié et l'employeur, bien sûr, de son côté, veut apprécier la qualité du travail, de l'employé. L'employé également, il veut en tout cas apprécier les conditions de travail dans l'entreprise, l'environnement, mais également les conditions de rémunération. Donc souvent, on conclut un contrat d'engagement à l'essai. D'engagement à l'essai, c'est important. Et souvent également, c'est un contrat qui est inséré dans le corps d'un contrat définitif. Bien sûr, ce contrat peut être distinct, mais souvent, généralement, ce que l'on constate dans les entreprises, c'est qu'il s'agit d'une catégorie de contrat qui est souvent insérée dans le corps d'un contrat définitif. C'est-à-dire, on met en place le contrat à durée déterminée ou bien le contrat à durée indéterminée et on insère que, par exemple, il y a une période d'essai de 3 mois, par exemple. Maintenant, en fonction de la catégorie de l'employeur, bien sûr, de l'employé, bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir également et qui est important, c'est que c'est un contrat qui doit être obligatoirement fait par écrit. C'est important. Il peut bien sûr être renouvelé, mais on ne peut pas le renouveler pour plus de 6 mois également. C'est important, c'est un contrat qui peut cesser, il faut le dire, à tout moment. Ça aussi, c'est important de le retenir. Voilà, il s'agit d'un contrat très très important et souvent, bon, on peut l'appliquer à toute catégorie comme j'ai dit, mais souvent on se rend compte que c'est un contrat que l'on signe souvent lorsque l'on veut recruter des cadres ou bien des ingénieurs et assimilés. Mais bien entendu, on peut l'insérer dans le corps d'un contrat pour toute catégorie. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, on dit que voilà, la durée maximum des essais varie également, comme on le dit, selon les catégories, bien sûr. 8 jours pour les travails qui sont souvent payés à l'heure ou bien dans la journée. 1 mois pour les ouvriers ou bien les employés payés au mois, bien sûr. Donc, on leur dit que vous allez bénéficier d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, mais on va insérer une période d'essai d'1 mois, par exemple, comme je dis, pour les employés qui sont payés le mois, les ouvriers, etc. De 2 mois pour les agents de maîtrise, les techniciens assimilés, etc. Ou bien de 3 mois pour les ingénieurs, les cadres et assimilés. Comme je dis, on peut renouveler, mais ça ne peut dépasser 6 mois. Et le renouvellement n'est possible qu'une seule fois, également en ce qui concerne le contrat d'engagement à l'essai. Pour le renouvellement, bien sûr, il y a des préavis. On dit par exemple que 2 jours avant la fin de la période d'essai, les salariés qui sont payés à l'heure doivent en tout cas recevoir notification que le contrat d'engagement à l'essai sera renouvelé ou pas, etc. Selon les catégories, le nombre de jours peut varier. 5 jours pour, par exemple, les employés qui sont payés le mois, 10 jours pour les agents de maîtrise et 15 jours, par exemple, pour les cadres, les ingénieurs et assimilés, etc. Donc c'est ça. Il faut également retenir que c'est un contrat qui peut cesser à tout moment par la volonté d'une des parties. Mais la loi dit que la cessation de ce contrat ne doit pas également être abusive. Mais la loi n'est pas très formelle quant à la cessation de ce contrat parce que, comme nous l'avons dit, il s'agit simplement d'apprécier pour l'employeur, bien sûr, la qualité de travail du salarié et pour le salarié, les conditions d'emploi, etc., les conditions de rémunération. Donc, c'est pourquoi la loi n'est pas très formelle en ce qui concerne les conditions de cessation. Voilà, ça c'était l'engagement à l'essai. Nous avons également le contrat à durée déterminée. Comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces catégories de contrats-là peuvent être logées dans ce qu'on appelle le contrat à durée déterminée ou bien le contrat à durée indéterminée. Maintenant, en ce qui concerne le contrat à durée, bien sûr, le contrat de stage ne peut être indéterminé, etc. Tous ces contrats-là. Donc, on les loge naturellement dans le contrat à durée déterminée, mais le contrat d'engagement à l'essai, cette période d'essai peut être insérée dans un contrat à durée indéterminée.
Donc ça, c'est important. Maintenant, les contrats que l'on entend le plus, c'est le contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. Donc, il y a des catégories de contrats que je n'ai pas évoquées. Il y a le contrat de tâcheronat, etc., où le maître d'ouvrage, voilà, engage des ouvriers, leur donne de l'outillage et ils sont censés, en tout cas, faire un ouvrage. Donc, ces contrats-là de tâcheronat également sont considérés comme des contrats à durée déterminée, bien sûr, parce que cessant à la fin de l'ouvrage qui a été commandé, etc. Donc, il y a beaucoup de catégories de contrats que nous n'allons pas évoquer, mais nous allons évoquer que les catégories les plus usuelles que l'on entend le plus, faute de temps également. Le contrat à durée déterminée, comme on en entend parler, est un contrat également où le terme est fixé à l'avance. C'est important. Le terme, il est fixé à l'avance. C'est-à-dire, nous sommes recrutés le 1er juin 2021. On sait que le contrat va cesser le 1er juin, avant le 1er juin, le 31 mai 2022. Durée d'un an, si on le veut bien sûr. Le contrat peut être à durée de 6 mois, etc. En tout cas, c'est un contrat dont le terme est fixé à l'avance et de manière très claire. C'est important de le savoir. La loi nous dit également que le contrat à durée déterminée, de façon générale, un employeur ne peut signer plus de 2 contrats à durée déterminée avec le même employeur. Renouvellement, effectivement, on ne peut pas renouveler un contrat à durée déterminée plus d'une fois avec un employé, bien sûr. Sauf qu'il y a des dérogations que pose la loi. Par exemple, il y a un arrêté qui date de 2008 du ministère de l'Emploi et de la fonction publique, donc qui prévoit que dans certains secteurs d'activité, en fait, là, on considère la nature de l'activité parce que souvent, il s'agit d'activités qui sont par nature pas permanentes. C'est-à-dire, c'est des emplois payés à l'heure, etc. Et souvent, ils ont ciblé des secteurs d'activité où, par nature, les emplois qui se font ne sont pas des emplois permanents. C'est pourquoi la loi a apporté cette dérogation-là pour ces entreprises de pouvoir renouveler plus d'une fois des contrats à durée déterminée. C'est souvent donc des entreprises qui évoluent dans le domaine agricole, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des enquêtes, etc. etc. Et le plus usuel, c'est dans le domaine des centres d'appel également, les centres de contact. Donc, vu la nature de ces emplois-là, vu la nature des centres de contact, les appels qu'ils prennent, etc. En tout cas, la nature pas stable de ce qu'ils font, qui peut changer, qui est dynamique en tout cas, qui peut changer au fur et à mesure du jour au lendemain. Donc, ces entreprises-là bénéficient d'une dérogation légale afin de pouvoir renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. C'est important, c'est très important, mais c'est une dérogation qui concerne que ces catégories-là dont je viens de parler. Les centres de contact, les entreprises évoluant dans le domaine du tourisme, etc. etc. Il s'agit de plusieurs domaines d'activité qui, par nature, on voit que l'emploi est précaire ou bien est très dynamique et n'est pas permanent. Donc là, la loi leur permet cela. Le CDD peut être renouvelé plus d'une fois. Mais hormis ces dérogations légales-là prévues par le Code du travail et qui renvoient à un arrêté ministériel pour que cet arrêté-là puisse établir la liste des entreprises qui, de par leur nature, peuvent en tout cas ne pas renouveler des contrats à durée déterminée. Bien sûr, cet arrêté n'interdit pas à ces entreprises de procéder à des contrats à durée indéterminée. Mais on dit que par nature, ce sont des emplois qui, par nature, peuvent renouveler des contrats à durée déterminée. Mais rien n'interdit à ces employeurs-là de contracter sur la base de contrats à durée indéterminée. C'est important de le préciser également à ce niveau. Mais retenez, cela, c'est une dérogation légale et c'est possible. Mais nonobstant cela, ces dérogations-là, un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus d'une fois. Mais j'ai fait un constat et je fais le parallélisme par rapport au contrat de stage, par exemple. Dans le contrat de stage, on dit que le renouvellement y compris, le contrat de stage ne peut dépasser 2 ans. Pour le contrat à durée déterminée, on ne le dit pas. Cela veut dire que donc un contrat à durée déterminée, renouvellement y compris, peut dépasser 2 ans.
Un simple exemple, les contrats à la tâche, par exemple, on conclut un contrat avec un maître d'ouvrage, par exemple, pour la construction d'une maison. Donc, le contrat va continuer son cours, même si la construction de la maison dépasse 2 ans. Donc, pour ces contrats-là, effectivement, ça peut continuer. Mais généralement, même la loi ne l'interdit pas. Aujourd'hui, rien ne m'interdit en tant qu'employeur de recruter un salarié, de lui faire d'abord un contrat à durée déterminée de 2 ans et de renouveler ce contrat, ce qui me fait donc renouvellement y compris 4 ans. Ça, la loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas. La loi l'interdit que pour le contrat de stage de manière formelle. Mais pour le CDD, la loi ne l'interdit pas. Ça veut dire que c'est possible. Maintenant, il appartiendra au juge, par exemple, si un jour il est saisi, bien sûr, par rapport à cela, de trancher. Parce qu'il faut également savoir que c'est le juge qui donne un sens à la loi. C'est lui qui est habilité de donner un sens à la loi. L'on peut interpréter, bien sûr, une loi et on n'interprète même pas un texte clair. S'il est clair, sous risque de le dénaturer, on ne l'interprète pas. Mais sachant que l'interprétation des textes, ou bien en tout cas donner un sens à la loi, incombe au juge. Donc on en entend souvent parler. Également, certains nous disent, voilà, chacun peut interpréter la loi à sa manière, mais non, je suis désolé, on n'interprète pas une loi à sa manière et les juristes savent qu'il y a même des méthodes d'interprétation qui sont prévues. Donc, juste pour dire à ceux qui en parlent souvent, donc, on voit sur les plateaux de télé certains qui vont aller, en tout cas, poser des questions peut-être à des juristes ou bien lire des dispositions légales et s'asseoir pour les expliquer, en tout cas, pour se considérer comme étant des techniciens du droit. Mais non, même les juristes ne maîtrisent pas trop la loi. Donc, si on n'est pas un technicien du droit, on doit se garder donc, de dire, en tout cas, d'avoir la prétention d'être quelqu'un qui peut donner un sens à la loi ou bien d'interpréter le droit. Il y a des méthodes d'interprétation, comme je dis, l'interprétation littérale, par exemple, quand il faut juste éclairer par rapport à la lettre de la loi. Il y a d'autres méthodes d'interprétation, analogiques, etc., etc. Les juristes, ils savent, mais n'importe qui ne peut pas se permettre d'interpréter une loi. Donc ça, c'était une parenthèse concernant juste la durée du contrat à durée déterminée pour dire que, voilà, rien ne l'interdit. Maintenant, le juge, un jour, s'il est saisi, il peut interpréter en fonction de l'esprit de la loi, de la lettre de la loi, etc. pour dire oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Mais retenons que si cela n'est pas fait, s'il n'y a pas une jurisprudence constante qui l'interdit, donc retenons que le CDD peut bien dépasser 2 ans, renouvellement y compris. Donc ça, c'est important de le dire. Le CDI, bien sûr, le contrat à durée indéterminée, on le sait également, c'est un contrat qui est là, dont la durée, en tout cas, le terme n'est pas fixé à l'avance. Donc vous êtes engagé pour une durée indéterminée, jusqu'à votre, comment le dire encore, retraite, bien sûr. C'est important de le savoir. J'ai oublié d'évoquer un élément important. Par rapport à tous les contrats dont on exige un écrit, le principe c'est qu'il faut écrire. Maintenant, tout contrat qui n'a pas été écrit, considérez que ce salarié-là est entre les liens, en tout cas, d'un contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi, même dans la définition du contrat à durée indéterminée, la loi dit que tous les contrats qui ne satisfont pas les conditions d'un contrat à durée déterminée et autres, donc sont considérés comme étant des contrats à durée indéterminée. C'est-à-dire, vous êtes engagé, on ne peut pas se lever un jour pour vous dire non, 2 ans après, vous arrêtez. Parce que simplement, dans le contrat, il a été prévu que c'est un contrat à durée indéterminée, ou bien même le contrat n'a pas été fait par écrit. Vous prenez le salarié, il travaille sans la base d'un écrit. Donc là, ce travailleur-là, il est considéré comme étant dans un contrat à durée indéterminée. Donc l'intérêt, donc, surtout, c'est de faire des écrits s'il le faut. Toutefois que vous ne le faites pas, il est engagé comme étant un salarié bénéficiant de contrat à durée indéterminée. C'est important de le savoir. Voici les différents contrats qui existent. Bien sûr, comme j'ai dit, il y en a d'autres que l'on n'a pas évoqués. C'était la nature des contrats. C'est important. L'écrit est important donc, dans la vie contractuelle.
C'est important, donc il faut le faire à chaque fois qu'il faut le faire. Sinon, le salarié est considéré comme étant dans un contrat à durée indéterminée. En cours de contrat également, il peut y arriver qu'il y ait une modification d'un contrat, bien sûr. L'employeur peut solliciter une modification par rapport au contrat qui a été fait initialement. Bien sûr, il s'agit d'un contrat consensuel, solennel, on dit, parce que l'écrit est exigé, mais consensuel, juste pour apporter le consentement, l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire, les étudiants le savent en deuxième année, le principe de l'autonomie de la volonté, bien qu'il s'agit d'un principe qui tend à s'estomper, parce qu'on se rend compte que ce qui sous-tend l'autonomie de la volonté aujourd'hui a tendance à disparaître, parce que nous avons tendance à voir que presque tous les contrats sont des contrats d'adhésion, c'est-à-dire le salarié n'a pas la possibilité de discuter tous les éléments du contrat. Il y a beaucoup de principes posés par l'autonomie de la volonté aujourd'hui qui s'estompent. Donc, c'est juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la modification. Toute modification, en tout cas, doit être convenue entre les deux parties. Maintenant, s'il s'agit des modifications substantielles, surtout, la loi est très regardante. Donc, le salarié doit être invité. On doit lui présenter les choses pour qu'il donne son avis. Maintenant, la loi n'est pas très exhaustive par rapport à cela également, mais ce qu'il faut retenir, c'est que souvent on dit que si la modification concerne des éléments substantiels, ou bien si aujourd'hui la modification tend en tout cas à donner au salarié moins d'avantages ou bien à le faire régresser, il peut refuser. Maintenant, s'il refuse, on considère que c'est le salarié qui est à l'initiative de la rupture du contrat. C'est-à-dire, s'il refuse, parce que simplement ses avantages vont être diminués et que l'employeur persiste, donc en tout cas qu'il y ait un dilemme, on le constate, et que ça aboutisse à la rupture du contrat, on dit que la loi dit que l'initiative de la rupture, donc on considérera que l'initiative de la rupture a été prise par le salarié. Et pourtant, on lui a présenté, c'est un peu paradoxal, niveau employé, parce qu'on lui a présenté un contrat qui a tendance à diminuer ses avantages. Lui, il refuse et on dit que, pourtant, c'est lui qui a l'initiative. C'est-à-dire que l'employeur ne sera pas condamné, non, pour rupture abusive, etc., etc. Non. En tout cas, c'est une rupture à l'initiative du salarié. Donc là également, il faut le retenir. Et en cours de contrat également, il peut y avoir une modification dans la situation juridique de l'entreprise. Par exemple, il y a une scission. Par exemple, scission, ou bien une fusion, ou bien la société a été vendue. Par exemple, on vend notre société à une autre personne. Donc, si en tout cas une modification dans la situation juridique de l'entreprise survient, on dit que tous les contrats en cours doivent être conservés par le nouvel employeur. J'achète une société, ce n'est pas parce que j'achète la société que j'ai le droit de licencier tous les salariés qui y travaillaient. Non. La loi dit que tous les salariés qui y travaillaient doivent conserver leur contrat et continuer à travailler dans l'entreprise. C'est important, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que la société m'appartient désormais que j'ai la possibilité de faire des ruptures de contrat. Toute rupture de contrat doit répondre à des... En tout cas, doit respecter la loi. Respecter la loi. Ça, c'est des ruptures qui sont là, normales, comme d'habitude. Ou bien, si je veux apporter une rupture, je dois respecter ce que l'on appelle les formes du licenciement pour motif économique. Et on doit justifier, bien sûr, qu'il y a des motifs économiques qui justifient ces licenciements. Mais nonobstant cela, nonobstant ces difficultés financières qui conduisent à la rupture de certains contrats pour motif économique, l'employeur a l'obligation de continuer avec tous les employés qu'il a trouvés dans l'entreprise. C'est important. C'est très important. Donc là, il s'agit de modifications qui peuvent également de basculer vers la fin des contrats de travail. Qu'est-ce qui peut faire finir un contrat de travail? La fin normale, par exemple, s'il s'agit de contrat à durée déterminée, c'est l'arrivée du terme.
Le contrat a été signé pour une durée de 2 ans. Les 2 ans sont arrivés, il y a rupture naturelle du contrat du travail. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, c'est la retraite bien sûr. À l'âge de la retraite, le contrat est rompu de manière naturelle. C'est important. Là, il s'agit des contrats à durée indéterminée. Mais s'il ne s'agit pas, par exemple, d'une rupture normale pour le CDD, c'est-à-dire l'arrivée du terme, ou bien une rupture normale pour le CDI, c'est-à-dire la retraite, il peut y avoir également rupture du contrat, soit par la démission du côté du salarié, ou bien du licenciement du côté de l'employeur. Le salarié peut démissionner, bien sûr, bien entendu. Vous êtes unis par la société, par les liens contractuels, mais vous pouvez démissionner. Mais il faut juste retenir que la démission, vous ne pouvez pas vous lever et dire « j'arrête ». Non, ce serait une rupture abusive dont se rendrait coupable l'employé, le salarié bien sûr. Donc vous devez respecter la période de préavis, c'est important. En fonction de la catégorie maintenant des salariés, le préavis, on peut fixer en tout cas une durée de préavis de 2 mois, en tout cas ce qui est le plus constaté. Préavis de 2 mois, mais pour certains cadres et autres, ou fonctionnaires, on peut en arriver à 3 mois, etc. Le préavis peut être d'1 mois, sauf que par exemple, vous pouvez même déposer un préavis et demander une dispense de préavis aujourd'hui à l'entreprise, bien sûr c'est possible, qui vous dispense du préavis. C'est fort possible. Voilà, mais retenez que si vous devez démissionner en tant que salarié, vous devez quand même respecter les formes. Parce que si vous ne respectez pas les formes de préavis et autres, l'employeur peut se retourner contre vous. Les règles ne doivent pas être seulement respectées par l'employeur, mais l'employeur et les employés. Également, la rupture du contrat de travail peut être constatée par simplement la voie du licenciement. L'employeur peut licencier un salarié. Là aussi, c'est possible. Et le licenciement également doit respecter des conditions. Également, la loi est beaucoup plus regardante, par exemple, lorsque l'on se situe du côté de l'employeur, et c'est même normal, c'est évident. Et si on consulte l'historique même, donc on nous dit que le droit du travail à la base est un droit qui est partisan. Un droit partisan, c'est-à-dire le droit est essentiellement, a été conçu à la base essentiellement pour la sauvegarde des intérêts du salarié. Parce qu'il faut constater que nous sommes dans une relation qui est déséquilibrée. L'employé, l'employeur, il y a le lien de subordination, etc. Donc la force est du côté de l'employeur. C'est la raison pour laquelle, à la base, en tout cas, le droit du travail était simplement un droit protecteur des salariés. Maintenant, il y a eu une évolution et nous constatons maintenant, vraiment il faut le constater, que le droit du travail a tendance à se ranger maintenant du côté de l'employeur. Donc c'est une mutation. Et on nous parle de flexibilité, la précarité du travail, etc., etc. Et il y a même une notion maintenant qui est là, c'est-à-dire l'intérêt de l'entreprise. Parfois, on est obligé de regarder l'intérêt de l'entreprise. Pour la sauvegarde de l'intérêt de l'entreprise, aujourd'hui, le salarié qui pourrait même être dans une position, en tout cas, où la loi est de son côté, peut être sacrifié simplement parce qu'il y a l'intérêt de l'entreprise à côté. Ça aussi, il faut le constater parce que la loi, dans ce cas-là, dit que mieux vaut conserver 60 emplois, sacrifier un employé ou bien un emploi, que de conserver un emploi et sacrifier 60 emplois. Là, c'est ce que l'on appelle le concept de l'intérêt de l'entreprise. Et même si on doit aller beaucoup plus loin par rapport aux chercheurs qui sont vraiment dans le droit social, on nous parle de l'intérêt social. Il s'agit d'un thème important qui peut faire l'objet d'une thèse, l'intérêt social. Par rapport à l'intérêt social aujourd'hui, on peut être amené à prendre des décisions qui sont en défaveur du salarié. Quand bien même c'est le salarié qui est en position de force lorsque l'on lit les dispositions légales et réglementaires. C'est important.
Donc juste pour parler donc, de la fin des contrats, c'est-à-dire des licenciements du côté de l'employeur bien sûr. Donc on considère que l'employeur peut licencier, mais le licenciement ne doit pas être abusif. Donc souvent on considère par exemple que l'employeur peut licencier sans droit. S'il licencie, il doit respecter, comme on dit, certaines formes. Mais non, l'employé qui serait coupable, par exemple, d'une faute lourde, peut être licencié sans pour autant que certaines périodes de préavis soient respectées, en tout cas de manière immédiate. Lorsque, par exemple, l'employeur considère que, en tout cas, la faute de l'employé est si grande que cela rend impossible sa cohabitation avec son employé là, dans l'entreprise, la loi lui permet de licencier de manière automatique, sans pour autant respecter, par exemple, une durée de préavis. C'est important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le droit du travail est un droit protecteur du salarié et qu'on se doit de respecter donc, les droits des salariés en ce qui concerne les licenciements, les délais de préavis, parce que si vous ne le faites pas, le juge peut vous condamner pour déjà licenciement abusif. C'est important. Aujourd'hui, si le motif, par exemple, de licenciement invoqué par l'employeur n'est pas légitime, n'est pas sérieux, le juge peut le condamner. Et la condamnation principale est suivie par d'autres condamnations. Le licenciement est abusif, vous ne respectez pas le délai de préavis, le juge va y greffer voilà, des indemnités de préavis, indemnités de licenciement, licenciement abusif, etc. etc. Donc c'est important de respecter le droit des salariés. C'est très important et l'on a tendance à voir en tout cas aujourd'hui que bon nombre d'employés ne respectent pas le droit des salariés. Lorsqu'on se rapproche par exemple de certains centres de contact, bien sûr, donc il y a certaines règles qui leur sont favorables, c'est-à-dire le renouvellement, en tout cas à plus de 2 fois des contrats. C'est possible, mais en tout cas, on a tendance à voir de plus en plus que le droit des employés n'est plus respecté dans les entreprises. Et je pense que cela est en déphasage avec même l'objet du droit social qui, par nature, en tout cas, protège les salariés. Voilà, mesdames, messieurs, nous n'avons pas été très exhaustifs, bien sûr, par rapport à tout ça, donc parce que le contrat de travail, par nature, est très vaste. Il y a énormément de choses à dire et on ne peut pas aller au fond des choses ou bien au fond de chaque contrat, mais voici, en tout cas, des aspects assez terre à terre que tout un chacun devrait être amené à savoir, afin de savoir comment se tenir en entreprise et de savoir de manière ramasser les droits, ses droits, mais ses obligations au sein des entreprises. Parce que c'est important, la relation de travail. Donc, il y a des règles à respecter. Et souvent, je dis que souvent, il faudrait qu'on s'attelle à respecter les règles et le droit des employés. C'est important. Donc, nous étions aujourd'hui en train de parler du contrat de travail. Peut-être que dans d'autres numéros, nous allons maintenant prendre contrat par contrat et de les expliciter, d'aller au fond des choses afin que tout le monde puisse comprendre cela. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir été là encore une fois pour vous parler du contrat de travail, mesdames, messieurs. Ravi encore une fois pour la prestation, pour ce que font les hommes de l'ombre, les techniciens. Donc nous sommes ravis de tout et nous vous disons en tout cas encore une fois merci de nous prêter oreille attentive. Nous vous remercions et on vous dit à la semaine prochaine dans un autre numéro de Parlons Droit. Merci, au revoir.